J'espère que tout va bien de votre côté. Le 27 décembre 2025, nous avons levé le voile sur une figure bien plus trouble qu'énigmatique. Non, ne vous y trompez pas, le mot mystérieux ne lui sied guère. On ne peut pas vraiment parler d'ombre quand la lumière est déjà braquée sur... J'espère que tout va bien de votre côté. Le 27 décembre 2025, nous avons levé le voile sur une figure bien plus trouble qu'énigmatique. Non, ne vous y trompez pas, le mot mystérieux ne lui sied guère. On ne peut pas vraiment parler d'ombre quand la lumière est déjà braquée sur lui depuis belle lurette. Cet homme, loin d'être un inconnu, est dans le collimateur d'Algérie Par depuis 2018. Son nom? Khalid Boujabour. Un ancien sénateur du FLN originaire de Tébessa qui s'est construit une réputation dans les sphères économiques sous un sobriquet bien connu. Samir. Oui, ce Samir-là, celui qui hante les coulisses du pouvoir et des deals douteux. Souvenez-vous, le 26 décembre 2025, une émission clé a été diffusée à l'antenne. Ce jour-là, on a plongé dans les dessous d'un dossier explosif, celui de Nassar, et, comme par enchantement, un certain Samir, homme d'affaires bien implanté, s'y retrouvait cité comme témoin. Pas un hasard, bien sûr. Il était là au cœur du système, au moment même où Samir Omar, alias Nassar, dévoilait les rouages occultes du gigantesque trafic de cigarettes en Algérie. Et figurez-vous que ce n'était pas la première fois que son nom surgissait sur nos écrans. Une autre émission lui avait déjà été consacrée, plus tôt en décembre. Un feuilleton en plusieurs actes. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'annoncer sans détour, le fameux Samir, de son vrai nom Khalid Boujabour, sénateur FLN de 2013 à 2022 pour la wilaya de Tébessa, ce coin reculé à l'est du pays, eh bien, il ne court plus les rues. Après une escapade à l'étranger, une cavale bien orchestrée et quelques jours d'invisibilité, les services de sécurité algériens l'ont finalement rattrapé. Et cette fois, ce n'est plus une rumeur. Il dort à la prison militaire de Blida, arrêté officiellement dans le cadre de l'énigmatique affaire d'Onarjoun. Oui, une affaire parmi d'autres, mais pas des moindres. Alors là, oui, cette fois, on peut le dire sans trembler. Mystérieux est le mot juste. Même plus que juste. C'est probablement l'affaire la plus opaque, la plus nébuleuse qu'ait connue l'Algérie ces 10 dernières années. Et ce n'est pas une figure de style. Le 3 décembre 2025, pile un mois avant aujourd'hui, nous avions déjà levé une partie du voile sur cette histoire brumeuse avec de nouvelles révélations à la clé. Résultat, 3 épisodes complets rien que pour Khalid Boujabour durant le mois de décembre. Le tout avait commencé avec une émission au titre évocateur. Un riche homme d'affaires, ex-sénateur FLN, prend la fuite à cause d'une affaire explosive. Dans cet épisode-là, on décortiquait minutieusement la cavale de Khalid Boujabour. Son passage furtif par la Tunisie, puis sa disparition en Libye, alors qu'il tentait apparemment de rejoindre l'Europe. Il faut dire que le bonhomme avait déjà posé ses valises en Espagne depuis longtemps, avec résidence et propriété bien confortables à la clé. Mais le plus croustillant, c'est sa connexion étroite avec Abdelkader Kassim, ex-PDG de la SNTP, qui lui aussi avait pris le large, version Araga, en quittant clandestinement les côtes d'Annaba pour atterrir, lui aussi, en Espagne. Et ce tandem, Kassim et Boujabour, ne formaient pas un duo ordinaire. Non, ces deux-là étaient des pièces du même puzzle, tous deux reliés au tristement célèbre général Nassar. Oui, celui-là même, le chef déchu de la toute-puissante Direction générale de la sécurité intérieure, autrement dit, l'organe le plus redouté du renseignement algérien. Ce n'était pas de simple fréquentation. C'était un triangle d'influence, d'ombre et de secrets lourds comme le plomb. Après une dizaine de grattages de dossiers, d'interrogatoires serrés menés d'abord par la DGSI, puis relayés par la DCSA, l'élite sécuritaire de l'armée algérienne, le couperet est tombé en catimini. Khalid Boujabour a été discrètement expédié derrière les barreaux de la prison militaire de Blida. Pas un mot dans la presse, pas une fuite, même pas un murmure. Silence radio total, comme si l'affaire n'existait pas. Mais pourquoi tant de précautions? Parce que, tout simplement, au sommet de la pyramide du régime Tebboune, des mains puissantes s'activent en coulisses pour tenter de repêcher Khalid, de le sortir de ce mauvais pas. Et ce n'est pas la première fois.
Lorsqu'il avait été intercepté par les services de sécurité, une avalanche d'interventions en haut lieu s'était déjà abattue sur la DCSA. On parle ici de pression titanesque. Des coups de fil, des recommandations, des tentatives d'intimidation pour qu'il soit libéré discrètement, ni vu ni connu. Mais cette fois, la combine a échoué. Grâce à notre travail médiatique, oui, parce qu'on a sonné l'alerte, on a mis la lumière sur ces manipulations, on les a exposées, dénoncées, criées sur tous les toits. Et ça a porté ses fruits. La DCSA a pu poursuivre son enquête sans être muselée et la justice militaire a pu aller au bout de sa mission, mettre Khalid sous mandat de dépôt. Car son nom ne circule pas que dans les coudoirs de la mafia des cigarettes. Il apparaît aussi dans des dossiers autrement plus explosifs qui concernent les plus hauts cercles du pouvoir. Petite précision au passage. Inutile de croire qu'on règle des comptes personnels avec Khalid Boujabour. Si on en parle, c'est pas pour le plaisir de tirer sur l'ambulance. C'est parce que ce monsieur incarne à lui seul une pièce maîtresse de la machine politico-mafieuse algérienne. Et ce n'est pas nouveau. Allez jeter un œil à nos archives. Dès 2018, on tirait déjà la sonnette d'alarme. À l'époque, il était au cœur d'un scandale opposant ce sénateur, pas comme les autres, à un investisseur venu de l'Hexagone, un certain Gérard Lambert. Ce dernier avait monté une société sur place, la fameuse Sociade. Cette boîte, c'était un cabinet d'études bien ficelé, installé légalement sur le sol algérien. Et que fait notre cher sénateur? Plutôt que de payer les services rendus, il choisit d'user de ses privilèges parlementaires, de son réseau et de son influence pour faire taire Lambert et l'éjecter du jeu, sans régler un centime. En clair, un vol déguisé sous costume-cravate. À l'époque, on avait sorti toute une enquête. C'était solide, documenté. Boujabour nous avait même envoyé un droit de réponse qu'on avait publié tel quel. Il y parlait notamment de sa société Salamine Garde, qui n'est rien de moins qu'un des mastodontes du gardiennage privé en Algérie. C'est là que réside son véritable empire, la sécurité privée, un secteur où sa boîte, Amin Gar, pèse lourd. Très lourd. Son empire, Khalid Boujabour ne l'a pas bâti sur du sable. C'est dans les hydrocarbures qu'il a trouvé son trésor. Grâce à sa société de sécurité, il a raflé contrat sur contrat. D'abord auprès des géants du pétrole comme Sonatrach, ensuite auprès de multiples institutions publiques et entreprises étatiques. Résultat, une pluie de milliards. L'argent coulait à flot, les bénéfices s'empilaient. Et ce pactole, il ne l'a pas laissé dormir au pays. Une belle partie a été soigneusement transférée à l'étranger. Destination privilégiée? L'Espagne. Là-bas, il s'est offert propriété sur propriété. Le business de la sécurité, version jet set. Mais il ne s'est pas arrêté là. Une fois bien entré dans ce secteur, Boujabour a élargi ses tentacules. Parce qu'en Algérie, le monde du gardiennage, ce n'est pas un secteur comme les autres. C'est une jungle fermée, obscure, où l'on ne pénètre qu'avec des galons d'officiers ou des connexions militaires. Et souvent, ce ne sont même pas les vrais décideurs qui sont en vitrine. Ce sont des pions, des figurants, des marionnettes habilement manipulées par des généraux à la retraite ou des barons de l'ombre. En réalité, ce marché de la sécurité privée est une chasse gardée, presque verrouillée. Si tu n'as pas porté l'uniforme de l'ANP ou des renseignements, inutile de frapper. Et encore une fois, on ne parle pas ici d'un business illégal. Non. Le problème, c'est l'abus de pouvoir. Ces anciens officiers recyclés dans les affaires se servent de leur grade passé et de leurs accointances avec les hautes sphères pour verrouiller un marché estimé à plus de 100 millions d'euros. Oui, un gâteau énorme, partagé entre une poignée d'initiés. C'est un univers dont personne ne parle à voix haute. Le marché de la sécurité privée en Algérie, c'est un véritable labyrinthe où règne l'opacité la plus totale. Un monde silencieux, mais juteux. On parle ici d'un pactole dépassant largement les 100 millions d'euros. Et devinez quoi? Ce gigantesque gâteau, ce ne sont pas des centaines d'acteurs qui s'en régalent, mais à peine une poignée de sociétés bien placées qui s'en partagent les parts à huis clos. Dans ce contexte, Khalid Boujabour n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Après avoir conquis le secteur du gardiennage, il s'est lancé dans la pierre, à flirter avec l'industrie. Mais surtout,
il a décroché le jackpot en se reconvertissant dans un rôle bien plus discret, mais infiniment plus lucratif, celui d'intermédiaire influent. Grâce à ses accointances avec les cercles sécuritaires du régime, il s'est positionné comme le chaînon manquant entre les hommes de pouvoir et les entreprises, qu'elles soient locales ou étrangères. Son job? Ouvrir des portes, négocier dans l'ombre, débloquer des contrats publics et, bien sûr, empocher sa dîme. À chaque marché attribué, il récupérait sa part. En argent, en part d'entreprise, en dessous de table, qu'importe, tant que la fortune s'accumulait et que son réseau grandissait. C'est ainsi que ce simple businessman est devenu une figure incontournable du lobbying politico-financier algérien. Invisible pour le public, mais indispensable pour ceux qui veulent accéder aux vraies décisions. Voilà le véritable cœur de son business. L'intermédiation à la sauce algérienne. On vous l'a souvent dit, en Algérie, il existe une caste bien particulière. Ces personnages-là ne sont ni des visionnaires, ni des experts diplômés de grandes écoles. Non, ce sont des esprits malins, rusés comme des renards, qui ont su se greffer habilement au système. Leur génie? Avoir su se rendre indispensable auprès des décideurs militaires, sécuritaires ou politiques, tout en restant dans l'ombre. Vous vous rappelez de la blonde du Club des Pins? Même profil, même méthode. Ce sont des figures anonymes, mais redoutablement efficaces dans l'art de manœuvrer dans les coulisses. Et c'est ça leur job, être les hommes du milieu. Tu veux un marché public, un appel d'offres étatique, un prêt bancaire à 6-0, tu passes par lui. Il monte ton dossier, il fait les appels, il pousse les portes fermées, il murmure à la bonne oreille. Et contre ce service, tu lâches ta part. Une commission ici, un pourcentage là. En fait, il prélève comme on te prélève des charges sur ton salaire. Sauf que lui, ce qu'il prélève, ce sont des bouts de contrat, des morceaux d'actifs, des parts de société. Et plus il intervient, plus il accumule. C'est un peu comme un joueur de casino qui ne perd jamais. Parce que ces intermédiaires, ces lobbyistes de l'ombre, sont toujours couverts par les puissants du sommet. Ils sont à la fois utilisés et protégés. Prenez Khalid Bougerour, par exemple. Ce n'était pas juste un proche du général Nassar. Non, non. Il avait aussi un accès VIP à l'un des poids lourds du régime Tebboune, Mohamed Arkab. Oui, le même Arkab, ministre de l'Énergie depuis 2020, véritable monument politique que rien ne semble pouvoir bouger, pas même une tempête. En 2025, il grimpe encore plus haut et prend les rênes d'un ministère exclusivement consacré aux hydrocarbures et aux mines. Et devinez quoi? Bougerour n'était pas un simple contact, c'était un ami personnel. Et qui dit amitié stratégique, dit passe-droit. Arkab, avec un simple coup de fil ou une parole bien placée, ouvrait grand les portes des filiales de Sonatrach ou d'autres entreprises publiques à son camarade Khalid. Et ce dernier, armé de cette bénédiction ministérielle, débarquait en terrain conquis. Il ne se contentait pas de demander, non, il imposait, avec des airs de menace à peine voilés, que ces sociétés lui confient leur contrat de gardiennage. Tout ça alors que ces mêmes entreprises, faut-il le rappeler, ont déjà leur propre système de sécurité en interne. Chaque filiale dispose de ses propres agents, parfois par dizaines, voire par centaines. Ils sont salariés, formés, en place. Et pourtant, Arkab, toujours fidèle à son frère, passait des consignes orales au PDG de ses boîtes. Recevez Bougerour, parlez avec lui, signez avec lui. Résultat, des contrats externalisés inutilement, uniquement pour satisfaire les intérêts d'un homme et de ceux qu'il protège. En réalité, ce que Mohamed Arkab cherchait à faire, c'était rien de moins qu'un grand ménage, mais à sens unique. Son objectif? Pousser des entreprises publiques du secteur énergétique et minier à virer leurs propres agents de sécurité, à couper net les salaires de leurs employés déjà en poste pour libérer la voie à Khalid Bougerour, alias Samir. Oui, on parle bien de faire de la place à son pote. Et devinez quoi? Le plan a partiellement fonctionné. Certains PDG, tétanisés à l'idée de froisser Arkab, ont préféré plier que perdre leur fauteuil ou les privilèges qui vont avec. D'autres ont tenté de résister, de ne pas céder.
Mais pendant ce temps, Samir engrangeait des milliards grâce à ses contrats parachutés dans ses mains. Des contrats de gardiennage dans un secteur où, rappelons-le encore une fois, les sociétés concernées disposaient déjà de leurs propres équipes, payées sur leurs fonds propres. Mais voilà, malgré tout cela, plusieurs dirigeants de sociétés publiques ont été contraints, sous pression politique bien entendu, de licencier des travailleurs algériens, souvent des pères de famille, pour transférer ces marchés à Samir. Une démonstration parfaite de comment une amitié au sommet peut transformer la misère des uns en fortune des autres. Et ça, ce n'était qu'un simple aperçu. Le véritable filon de Samir Bougerour, celui qui l'a fait exploser financièrement, c'était sa collaboration étroite avec le fameux général Nassar. Les deux hommes, à force de deals et de secrets partagés, sont devenus inséparables. Et devinez quoi? Ensemble, ils ont plongé tête la première dans l'un des réseaux les plus lucratifs et les plus opaques du pays, la mafia du tabac. Petit rappel express pour ceux qui auraient manqué l'épisode. En 2022, Nassar reçoit pour mission d'enquêter sur les Émiratis derrière Last Time, une boîte algérienne bien implantée dans le marché du tabac. Mais derrière cette demande officielle, il y avait une vraie stratégie. Trouver la faille, dénicher le moindre point faible pour pouvoir salir leur image, les piéger dans des dossiers de corruption, de détournement de fonds, bref, les discréditer suffisamment pour qu'ils soient mis sous tutelle judiciaire, voire carrément expulsés du marché. Et pourquoi? Parce que ce marché, c'est une mine d'or. Le commerce du tabac en Algérie, cigarette en tête, pèse plus de 3 milliards de dollars par an. Une manne colossale que certains, tapis dans l'ombre, rêvaient de récupérer. Samir et Nassar n'étaient pas là pour jouer aux justiciers. Ils traquaient les Émiratis pour mieux leur voler la place. C'est là que le vrai spectacle commence. Nassar, fidèle à sa mission, entame ses investigations. Et très vite, il tombe sur une vérité embarrassante. Les grossistes et revendeurs liés à Last Time ne sont pas n'importe qui. On parle de gros calibre, de noms rattachés aux hautes sphères du pouvoir. La famille Debout, certains membres du clan Tchengria et une belle brochette de généraux influents. En gros, ils venaient de mettre les deux pieds dans un champ de mine. Mais à peine avait-il commencé à remuer la poussière qu'un appel arrive du palais présidentiel. Le message? Clair comme de l'eau de roche. Stop, tu vas trop loin. On t'a chargé de secouer les Émiratis, pas de toucher à nos gars. Trouve-leur des casseroles, mais laisse les distributeurs algériens tranquilles. Résultat, Nassar enterre le dossier. Du moins, en apparence, parce qu'en réalité, il garde tout. Il a vu, lu, retenu. Et ce qu'il sait, il va s'en servir. Et c'est là que le général passe à l'étape suivante. Il tisse sa propre toile parallèle. Exit les anciens circuits, place aux siens. Il installe ses propres distributeurs, ses propres grossistes. Comment? En utilisant des prête-noms, des fantômes sur le papier, des marionnettes déguisées en chefs d'entreprise. Ces nouveaux acteurs montent des boîtes de distribution et de vente en gros de cigarettes, notamment celle de la marque américaine Last Time. Une partie est déclarée légalement, pour faire joli, mais l'autre, la plus juteuse, nourrit le marché noir et la contrebande dans une mécanique bien huilée. Un système de double visage taillé sur mesure. Et ce n'est pas un hasard si le fameux Khalid Bougerour, alias Samir, s'est révélé si précieux dans toute cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il connaît chaque recoin des frontières entre l'Algérie et la Tunisie, en particulier autour de la ville de Bessa. Là-bas, il n'est pas juste un visage connu, c'est un initié des circuits de contrebande. Il y avait ses entrées, ses contacts, ses habitudes. Résultat, il a offert à Nassar tout un plan clé en main. Les filières, les routes, les combines. Il lui a littéralement dessiné la carte du business illégal autour des cigarettes. Une stratégie millimétrée qui a permis à Nassaron de plonger lui aussi dans le grand bain de la contrebande et d'en ressortir avec des milliards. Ce partenariat sulfureux a duré 3 années entières, de 2022 à 2024. Mais en 2025, tout s'écroule. Au mois de mai, le pouvoir en place, sentant que Nassar devenait trop encombrant, lance une vaste opération pour l'abattre politiquement. Et vous connaissez la suite. La chute est brutale.
Le 18 septembre 2025, Nassar s'évapore. Une fuite spectaculaire digne d'un thriller d'espionnage. Le pays entier retient son souffle. L'armée est en alerte maximale. Certains ont même cru que le coup d'État était en marche. Pendant des semaines, silence radio. Pas de traces, pas de localisation. Mais en coulisses, tout le monde savait. Des tractations avaient commencé. Le régime cherchait à négocier sa reddition, à lui acheter son silence, ou peut-être même les deux. Et l'année s'est terminée sans que personne ne sache vraiment où il s'était caché. Mystère total, mais tension maximale. Et bien sûr, après la chute du général, l'effet domino ne s'est pas fait attendre. Toute l'architecture de son réseau clandestin a commencé à s'effondrer. Un à un, ses proches, ses partenaires, ses petites mains. Bref, tous ceux qui avaient joué un rôle de près ou de loin dans ces opérations secrètes ont été identifiés, arrêtés, puis placés sous enquête. Et devinez qui figurait en bonne place dans cette toile d'araignée? Khalid Abou Jabour, alias Bougerour, un maillon central du dispositif. Son arrestation n'a donc rien d'un hasard. Il en sait beaucoup. Trop même. Et ce qui inquiète encore plus le sommet de l'État, c'est que Bougerour ne se résume pas à sa proximité avec Nassar. Non, il est aussi lié à d'autres figures clés du régime, notamment Mohamed Arkab. Un homme avec autant de secrets dans les poches, c'est une bombe à retardement. C'est pourquoi, depuis plusieurs jours, les téléphones chauffent, les intermédiaires s'activent, les tractations s'intensifient. On tente d'obtenir sa libération, ou au moins une réduction de peine discrète, dans l'espoir de calmer le jeu. Car si jamais Khalid décidait d'ouvrir la bouche, s'il se mettait à tout déballer, les noms, les deals, les magouilles, on pourrait bien assister à un scandale encore plus retentissant que celui de Nassar lui-même. Oui, Bougerour, c'est le coffre-fort. Et s'il s'ouvre, c'est tout un système qui explose. L'affaire Samir Bougerour, une fois de plus, agit comme un scanner à haute précision. Elle révèle une pathologie bien enracinée dans le système algérien. Une maladie chronique, sournoise, celle des lobbyistes de l'ombre. Oui, ce mal silencieux qui ronge le pouvoir de l'intérieur. Ce sont ces acteurs invisibles, tapis dans les couloirs, ces inconnus sans visage qu'on pourrait qualifier de lobbyistes fantômes. Personne ne les voit, personne ne les nomme, mais ils tirent les ficelles. Samir, lui, est une exception. On le connaît parce qu'il est passé par les bancs du Sénat, qu'il a eu 16 heures de gloire médiatique, qu'il dirige l'une des plus grosses boîtes de sécurité du pays. Mais derrière lui, il y a toute une armée de clones, des profils similaires, opérant exactement de la même manière que lui, sans jamais faire la une, sans jamais apparaître dans les dossiers officiels. Et leur mission? Elle est limpide. Ce sont des courtiers de pouvoir, des courtiers de l'ombre. Leur boulot, c'est de glisser entre les portes fermées des ministères, de négocier dans les bureaux feutrés ou les salons privés des décideurs. Ils savent comment bidouiller un appel d'offres, comment rediriger un marché, comment retoucher un cahier des charges pour qu'il colle parfaitement à tel ou tel acteur, étranger ou local. Et en échange, des valises de billets, des commissions XXL, des dessous de table en cascade. Oui, c'est leur gagne-pain. Et ils le font comme un métier à part entière. Parce que c'en est un. Un métier bien rémunéré, bien protégé et surtout intouchable. Franchement, combien de fois on en a parlé? Des dizaines? Des centaines? Non, des milliers de fois, mec. On a lâché des noms, on a donné des exemples concrets, on a pointé du doigt les zones grises. Que ce soit dans la presse, dans l'industrie, dans le pétrole, dans la sécurité d'État, ou même au sommet de l'appareil politique, ces réseaux sont partout, incrustés dans chaque recoin du pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Algérie, il existe des cercles d'influence invisibles, ultra puissants, composés non pas de ministres ni de généraux, mais de leurs potes, leurs cousins, leurs gendres, leurs neveux, leurs enfants ou même leurs beaux-fils. Certains tirent leur force non pas d'un CV ou d'un mandat officiel, mais d'un simple lien de sang ou d'amitié avec les puissants. Et ça suffit pour les rendre inaccessibles. Leur seule carte maîtresse?
Ils sont dans la confidence des décideurs. Ils dînent avec eux, chuchotent avec eux, signent les deals à leur place. Et comme ils sont dans cette intimité stratégique, ils deviennent les agents parfaits pour orchestrer les combines, les coups tordus, les magouilles institutionnalisées. Ce sont eux, les messagers du dessous de table. Et attention, ce système ne date pas d'hier. Du temps de Bouteflika, c'était même flagrant. Tout le monde savait. Un marché ne tombait pas du ciel. Il tombait grâce à une intervention amicale. Et cette intervention-là, elle était toujours portée, devinez par qui? Par un de ces lobbyistes fantômes, ceux qu'on ne voit jamais à la télé, mais qui écrivent les règles du jeu. À l'époque, disons-le franchement, les caisses étaient pleines, les projets fusaient et l'économie tournait à plein régime. L'État débordait de liquidités, les enjeux financiers étaient énormes et l'ambiance générale beaucoup plus détendue. Tout le monde y trouvait son compte. Mais aujourd'hui, le robinet s'est refermé. L'argent se fait rare, les appels d'offres se sont asséchés et les marges de manœuvre sont réduites à peau de chagrin. Résultat, le système s'est refermé sur lui-même. Et dans ce contexte, la corruption ne disparaît pas. Elle s'adapte. Elle devient plus fine, plus subtile, plus sophistiquée. Un art raffiné, réservé aux initiés. Et au cœur de ce ballet silencieux, on retrouve les fameux lobbyistes invisibles. Des profils comme Samir ou Kadbour, qui opèrent comme de véritables agents secrets économiques. Leur spécialité? Travailler dans l'ombre, sans trace, sans bruit. Ils approchent les ministres, les conseillers, les membres du premier cercle présidentiel. Non pas pour les corrompre frontalement, non, mais pour glisser, suggérer, orienter subtilement la plume derrière un décret ou un arrêté taillé sur mesure. Des textes écrits spécialement pour favoriser un groupe économique, souvent étranger, parfois local, mais surtout des intérêts extérieurs. Car soyons clairs, le secteur privé algérien est à l'agonie. Les grands patrons d'hier ont disparu du paysage. Les coninés, éteints. Les empires comme celui de Rabrab, disloqués. Du coup, le terrain est libre et ce sont les étrangers qui investissent la place. Dans l'énergie, on va débarquer les Italiens, les Chinois, les Omanais, quelques Malaisiens ou Indonésiens, les derniers arrivés, sans oublier les Turcs et les groupes venus tout droit du Moyen-Orient. Et pendant que ces opérateurs étrangers avancent leurs pions, les lobbyistes locaux tirent les ficelles dans le noir. Aujourd'hui, c'est là que se cache le cœur du véritable business de la corruption en Algérie. Le détournement de fonds publics, ce n'est plus du vol à l'ancienne. Non, maintenant, ça passe par des contrats juteux conclus avec des entreprises étrangères qui, elles, versent les commissions, à l'étranger, bien entendu, en devises sonnantes et trébuchantes. Et pour huiler cette mécanique, on retrouve encore et toujours les fameux intermédiaires invisibles, ces lobbyistes tapis dans l'ombre qui font le lien entre ces investisseurs venus d'ailleurs et nos décideurs bien de chez nous. Tout se déroule dans un silence d'orfèvre, un ballet aussi discret qu'efficace. On voit surgir, presque par enchantement, des décisions politiques taillées sur mesure, des mesures administratives qui tombent à pic, toutes destinées à servir les intérêts d'opérateurs étrangers en échange de généreux dessous de table. Ces commissions, versées au passage, ne tombent évidemment pas dans le vide. Elles atterrissent dans les poches des entremetteurs, mais aussi de leurs protecteurs. Et quels protecteurs? Des ministres influents comme Mohamed Arkab, des généraux tapis dans les coulisses des services de renseignement ou encore des proches du président, parfois issus même de sa propre famille. Et quand on parle de Samir, ce bon vieux Samir, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Son parcours, son implication, les secrets qu'il garde sous clé, c'est une bombe à retardement, une déflagration potentielle capable de faire trembler tout le système. Oui, un vrai tsunami politique.